Retrouvons à présent sur Radio J l'histoire des Juifs de France, votre série quotidienne pour découvrir la vie des Juifs dans l'Hexagone de l'Antiquité à nos jours. Et ce matin, nous nous arrêtons au Moyen-Âge, à la rencontre de l'une des personnalités les plus importantes du judaïsme. Il s'agit de Salomon, fils d'Isaac, connu sous l'acronyme de Rachi. À la fois rabbin, poète et auteur de commentaires sur la Bible et le Talmud, il laisse une œuvre exceptionnelle qui va influencer des générations de Juifs, mais aussi de non-Juifs. Mais alors, qui est Rachi? Quels sont ses principes et pourquoi est-il aujourd'hui l'une des autorités rabbiniques les plus connues et respectées? Eh bien, nous faisons son portrait avec vous ce matin, Christophe, et c'est à Troyes que tout commence. Eh oui, je vous emmène en Champagne ce matin, un petit peu trop tôt encore, Yana, pour déboucher une bouteille. Mais c'est dans cette ville alors modeste et rurale, donc Troyes, que Rachi naît en 1028 ou plus vraisemblablement en 1040 selon les sources. Alors à l'époque, Troyes, eh bien c'est cette ville qui abrite déjà une importante communauté juive au cœur de ce qu'on appelle les foires de Champagne, qui sont régulièrement organisées au Moyen-Âge, qui sont en quelque sorte des lieux de fête et aussi de commerce. Ça concerne d'ailleurs d'autres municipalités comme Provins et la plupart du temps d'ailleurs pas mal de municipalités du nord, du nord-est de la France et globalement du nord de l'Europe. D'ailleurs, Rachi écrit, je cite, « Les amas considérables de marchandises qu'on dispose pour les détailler ces étalages d'habits ou de laine, de viande salée ou de sauterelles ». On ne sait pas trop ce que viennent faire les sauterelles là-dedans. À mon avis, l'ambiance devait être assez bruyante, mais peut-être pas toujours très très propre. Ouais, bon, on sait peu de choses sur sa famille. C'est vrai, dans un manuscrit, son père est désigné par le nom de Saint Rabbi Isaac. Cela pourrait signifier qu'il est mort en martyr en refusant d'abjurer sa foi. Rachi le cite une seule fois dans son commentaire du Talmud en écrivant, je cite, « Mon père, mon maître », encore qu'il existe même un doute sur l'auteur du texte. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'un de ses oncles a étudié à Mayence auprès de Gershom ben Yehuda. Et si vous avez bien suivi Ilana, ce dont je ne doute pas, nous en avons parlé dans un épisode précédent. C'est donc dans un environnement lettré, intellectuel, que le petit Rachi grandit. Et doté d'une mémoire prodigieuse, d'ailleurs, Rachi part étudier à 18 ans dans les écoles talmudiques les plus importantes d'Europe, situées en vallée du Rhin, et avec d'ailleurs les plus grands maîtres. Et justement, on le retrouve à Mayence, l'un des foyers donc les plus fameux du judaïsme occidental à l'époque, auprès du rabbi Yaakov ben Yakar, que Rachi désignera comme son maître, puis aussi avec d'autres talmudistes. Il quitte ensuite Mayence, et c'est à Worms, autre foyer du judaïsme médiéval, que Rachi poursuit ses études d'une durée de 3 à 5 ans auprès du chef de la communauté juive de la ville. En parallèle, Rachi, qui a alors une vingtaine d'années, a aussi visiblement une vie privée bien remplie. Il serait sans doute déjà marié à l'époque, père même d'une fille, ce qui bien sûr occasionne des difficultés financières parce qu'il a un métier vigneron, mais voilà, c'est pas facile de vivre avec. Alors après une dizaine d'années d'études, Rachi revient à Troyes. Il fonde une maison d'études juives et poursuit en même temps son métier de vigneron. Et ce n'est pas simple de mener deux activités de front très prenantes. À la fois rabbin, il passe des heures à enseigner à des étudiants de plus en plus nombreux, car son école gagne rapidement en renommée, mais en parallèle, il doit aussi s'absenter pour les périodes de vendange qui le mobilisent intégralement. Toutefois, en quelques années, grâce à Rachi, eh bien, les académies rabbiniques françaises connaissent un essor fulgurant et surpassent même celle des régions rhénanes et lorraines qui, jusqu'alors, prédominent. Homme modeste, malgré sa culture encyclopédique, Rachi travaille sur les commentaires de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone avec l'ambition de traduire et d'expliquer les textes de la manière la plus simple pour s'adresser bien sûr au plus grand nombre et permettre à tout le monde de comprendre. C'est en fait un pédagogue. La langue, le propos sont en effet clairs et accessibles, sans pour autant bien sûr changer le sens ou donner une autre interprétation. Et c'est la même chose aussi dans ses réponses juridiques. Rachi traduit de l'hébreu au français, la langue parlée à l'époque, la langue d'oïl, alors que les auteurs utilisent le latin. Cette utilisation du français, qui est alors inédite, permet une diffusion plus facile de l'œuvre de Rachi. Et du même coup, certains diront à juste titre qu'il a été le premier intellectuel français. Autre particularité de son travail, il ne s'attarde pas sur des points religieux compliqués et il admet même parfois, ce qui est quand même une grande qualité, vous l'admettrez, qu'il ne sait pas. Et oui, ne pas savoir, preuve, une nouvelle fois que Rachi est un homme humble, un modèle à suivre. Alors à la fin de sa vie, Rachi est un homme quand même inquiet. En 1096, les communautés juives rhénanes sont massacrées ou converties de force suite à l'appel à délivrer la Terre Sainte lancé l'année précédente par le pape Urbain II. S'il est protégé par le comte de Champagne et si rien ne transparaît dans son œuvre car il n'est ni chroniqueur ni historien, Rachi est bien sûr au courant des multiples persécutions contre les juifs. Et oui, effectivement, il en est question quand même dans son œuvre. Je cite justement Sylvie Anne Goldberg dans l'ouvrage Histoire des Juifs, sous la direction
rédaction de Pierre Savy, qui m'aide énormément à préparer cette chronique. Je Mmh. la cite: le sillage sanglant laissé par la première croisade de 1096 se retrouve dans les deux compositions liturgiques intégrées au rituel ashkénaze des fêtes de la Nouvelle Année, qui clament vengeance sur les oppresseurs pour le sang versé par les martyrs. Et trois de ces commentaires en évoquent les tragédies. Par ailleurs, Rachi écrit, et c'est intéressant, dans un de ses commentaires sur le Talmud, en exil, je cite: nous ne pouvons pas ne pas avoir affaire avec les non-juifs, car nous vivons parmi eux et en tirons notre subsistance, nous en avons Mmh. peur. Rachi meurt en 1105 à Troyes, âgé de 65 ans, enterré dans cette même ville. Sa tombe disparaîtra au XVIe siècle, le cimetière juif où il reposait ayant été détruit pour agrandir la ville. Mais son entourage familial et sa descendance ont contribué à perpétuer la mémoire de Rachi. Et de son vivant, il délivre en effet un enseignement à ses trois filles, et elles sont mariées chacune avec ses meilleurs élèves qui compteront donc parmi ses nombreux disciples. L'un achèvera le commentaire du traité talmudique Makot sur lequel Rachi travaillait avant de mourir. L'une de ses autres filles donnera naissance à plusieurs enfants dont trois sont devenus célèbres: Rashbam, qui sert d'abord de secrétaire à Rachi; Rabbeinu Tam, dont la légende raconte que lorsque son grand-père Rachi meurt, il dit à sa mère, alors qu'il n'avait que 4 ans, je le cite: ne t'inquiète pas de la lumière tombée, je la reprendrai. Quand Hmm. même une jolie formule. Et puis l'autre enfant aussi s'appelle Rivam. On dit qu'ils sont tossafistes. Alors que signifie ce terme? Alors les tossafistes, en fait, eh bien, ce sont des rabbins médiévaux qui ont réalisé ce qu'on appelle des tosafot. En fait, ce sont des glosses, des commentaires de plus de 30 traités du Talmud qui s'appuient en fait sur le commentaire de Rachi. En fait, ils vont poursuivre son travail, ils vont le continuer, le compléter, l'améliorer. Et en hébreu, d'ailleurs, tosfot veut dire rajout. Alors, depuis sa mort, l'enseignement et les commentaires de Rachi ont traversé les siècles, on peut bien le dire. Il est toujours cité aujourd'hui et sont toujours incontournables au sein de la communauté juive. De nombreux lieux culturels, d'ailleurs, et des écoles portent le nom de Rachi. Ah bah oui, bien entendu. Et d'ailleurs, le rabbin andalou du XIIe siècle, Ibn Ezra, surnommera Rachi le parchant d'Atas. En fait, c'est un mot araméen qui signifie commentateur par excellence de la Torah. C'est une qualité qui lui est encore attribuée aujourd'hui, mais c'est également par ses écrits que les lettrés chrétiens se sont familiarisés en fait avec les textes juifs. Dès le XIIe siècle, ces gloses sont renommées, comme en témoignent d'ailleurs des traductions latines. Alors il y a plusieurs exemples Hmm. par la suite qui montrent effectivement l'intérêt porté chez les catholiques puis les protestants par le travail de Rachi. Par exemple, le théologien du XIVe siècle, Nicolas de Lyre, cite Rachi à de nombreuses reprises dans ses propres commentaires de la Bible. Et puis 2 siècles plus tard, un homme encore plus connu, un certain Martin Luther, l'initiateur du protestantisme, c'est celui qui Hmm. avait Un peu controversé quand accroché, même. voilà, un Ouais. petit peu controversé aussi, mais qui a joué quand même aussi un rôle majeur avec dans la foulée Calvin, etc. Eh bien, Martin Luther s'appuiera sur le travail de Rachi, dont la diffusion est alors amplifiée, parce que ça aussi c'est très important, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler plus tard, par l'essor de Hmm. l'imprimerie, qui est né au milieu du XVe siècle, et puis qui bien sûr s'est développé très rapidement. On dit que l'imprimerie a été une des plus grandes révolutions de l'histoire Eh moderne. ben, ça, c'est très intéressant et vous l'avez dit, on aura l'occasion d'en reparler. Alors à Troyes, pour conclure, ville natale de Rachi où il a travaillé, vous pouvez visiter par ailleurs la maison Rachi et la Tout à fait. synagogue. La ville de l'Aube abrite aussi l'Institut universitaire européen Rachi avec des cours, des séminaires, des conférences et des colloques. Effectivement, c'est plusieurs sites en fait à voir autour de Rachid, de sa mémoire et surtout de son héritage à travers le temps. Et en plus, c'est l'occasion aussi de visiter cette Mmh, très jolie ville de c'est Troyes, vrai. voilà, où justement on retrouve ces marques moyenâgeuses, ces marques voilà, d'une ville florissante au Moyen Âge, à la période où avait vécu Rachid. Merci Christophe Dard pour cet épisode consacré à Rachi, billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Dans le prochain numéro de l'histoire des Juifs de France, nous parlerons de la première croisade, et oui, et des conséquences dramatiques que l'on connaît pour les Juifs. On fera donc un point, ce sera jeudi.